Comment un esprit de bébé, qui semble si simple, devient-il capable de parler, de raisonner, de créer? C'est une des plus grandes questions scientifiques qui soit. Au fond, comment les esprits se fabriquent-ils? Pour tenter d'y voir plus clair, on va suivre l'histoire incroyable d'une grande idée, le constructivisme. On verra sa naissance, comment elle a bien failli disparaître et son retour en force assez spectaculaire. C'est parti. Ok, alors commençons par le début. Le mystère de base, il est finalement assez simple à formuler, mais il est incroyablement difficile à résoudre. Comment passe-t-on de l'esprit d'un nouveau-né à l'esprit si complexe et si riche d'un enfant? Pendant très longtemps, cette question a vraiment divisé les esprits en deux. Est-ce qu'on est déjà intelligent, avec tout précablé, ou est-ce qu'on le devient en construisant notre intelligence petit à petit? On a donc deux grands camps. D'un côté, les innéistes qui pensent que les concepts essentiels sont là dès la naissance. L'esprit serait une sorte d'ordinateur avec des logiciels déjà installés. Et de l'autre, les constructivistes pour qui la connaissance se construit activement. L'esprit serait plutôt comme un artisan qui part avec quelques outils de base pour bâtir quelque chose de grand. Et puis, au milieu du XXe siècle, un psychologue du nom de Jean Piaget débarque avec une théorie qui va tout changer, une sorte de troisième voie qui va redéfinir notre compréhension du développement. L'idée de génie de Piaget, c'est de dire non, un enfant, ce n'est pas un vase vide qu'on se contente de remplir. C'est un bâtisseur, un véritable architecte qui construit sa propre intelligence en explorant le monde, en agissant dessus. Mais alors, c'est quoi le moteur de cette construction? Piaget lui a donné un nom, l'équilibration. Il faut voir ça comme un processus d'autorégulation. L'esprit cherche en permanence un équilibre, une cohérence entre ce qu'il pense déjà savoir et les nouvelles choses qu'il découvre. Et ce processus, c'est un peu comme une danse en 3 temps qui se répète sans arrêt. D'abord, l'assimilation. Un enfant utilise une théorie qu'il a déjà pour comprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, le déséquilibre. Oups, la théorie ne fonctionne pas. Ça crée un conflit, une sorte de bug mental. Et enfin, l'accommodation. Pour résoudre ce conflit, l'enfant doit modifier sa théorie, l'améliorer, et hop, il retrouve un équilibre. Jusqu'à la prochaine fois. La théorie de Piaget a été la grande référence pendant des dizaines d'années. Mais dans les années 70, elle va être la cible de 2 critiques très puissantes venues du camp innéiste. Des critiques si fortes qu'elles ont bien failli l'enterrer pour de bon. Le premier uppercut vient d'un philosophe, Jerry Fodor, avec ce qu'on a appelé le paradoxe de l'apprentissage. En gros, l'argument de Fodor est super malin. Il dit « Comment un système simple pourrait-il construire un système plus complexe que lui-même ? Pour inventer une nouvelle idée plus puissante, il faudrait déjà posséder cette idée pour pouvoir la penser. C'est un peu comme essayer de construire le barreau supérieur d'une échelle tout en se tenant dessus. Pour lui, c'est logiquement impossible. Donc, les idées complexes doivent être innées. » Le deuxième coup dur, tout aussi dévastateur, vient d'un géant de la linguistique, Noam Chomsky. Son argument est connu sous le nom de « pauvreté du stimulus ». L'idée, c'est que ce que les enfants entendent autour d'eux est beaucoup trop chaotique et incomplet pour qu'ils puissent en déduire seuls les règles si complexes de la grammaire. Chomsky prend un exemple devenu classique. Prenons une phrase comme « l'homme qui est ici est grand ». Comment on fait pour la transformer en question? Si un enfant apprenait par une règle simple et logique, il pourrait penser « ah, facile, je prends le premier verbe « est » et je le mets au début ». Sauf que ça donnerait « est l'homme qui ici est grand », ce qui est incorrect. Et le truc incroyable, c'est que les enfants ne font jamais ce genre d'erreur. Donc pour Chomsky, la conclusion s'impose. Les enfants doivent avoir une connaissance innée de la structure profonde des phrases. Ils savent instinctivement que le langage est organisé de manière hiérarchique. Cette connaissance ne peut pas être apprise par l'expérience. Elle doit être préprogrammée dans ce qu'il a appelé un organe du langage. À ce stade, on aurait pu croire le constructivisme chaos. Ces arguments semblaient en béton. Mais c'était sans compter sur des découvertes venues de domaines complètement différents qui allaient préparer un retour en force assez inattendu. En fait, le vent a tourné grâce à 3 choses. 1. La génétique. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop peu de gènes pour coder en détail un plan de câblage aussi complexe que le cerveau. 2. Les neurosciences. Elles ont révélé que le cerveau est incroyablement plastique, capable de se réorganiser en fonction de l'expérience. Et 3. L'informatique, qui a donné de nouveaux outils pour simuler l'apprentissage et montrer que non, l'esprit n'est pas programmé de façon rigide. Ce comeback a été porté par 2 nouvelles manières de modéliser l'esprit, qui ont réussi à montrer comment, oui, la complexité peut émerger de la simplicité. Et au passage, elles ont résolu le fameux paradoxe de Fodor. La première approche, c'est le connexionnisme. L'idée est d'utiliser des réseaux de neurones artificiels inspirés du fonctionnement du cerveau. Dans ces modèles, la connaissance, ce n'est pas une règle écrite noir sur blanc, c'est l'ensemble des forces de connexion entre des milliers de petites unités.
Le système apprend tout seul, sans règles préprogrammées, juste en ajustant ses connexions au fil des expériences. Il y a une simulation célèbre où on a appris à un réseau de neurones à résoudre un problème de balance. Et c'est fascinant, sans qu'on lui ait donné la moindre règle, le réseau est passé exactement par les mêmes stades de raisonnement que les enfants. D'abord, il ne regarde que le poids, puis la distance, et enfin il apprend à combiner les deux. La complexité est bien née de la simplicité. La deuxième grande approche, c'est la théorie des systèmes dynamiques. Là, on change encore de perspective. La pensée n'est pas juste une affaire de cerveau. Elle émerge de l'interaction, à chaque instant, entre le cerveau, le corps et l'environnement. Le développement, ce n'est plus un programme qui s'exécute, mais un processus d'auto-organisation permanent. Cette théorie éclaire d'un jour nouveau des erreurs classiques, comme l'erreur A non B. Vous savez, quand un bébé cherche un objet là où il a trouvé plein de fois, au point A, même s'il vient de le voir être caché ailleurs, au point B. Ce n'est plus vu comme un manque de concept, c'est plutôt que tout le système cerveau, corps, environnement a pris une habitude motrice très forte. C'est un chemin de pensée et d'action qui est devenu si stable qu'il l'emporte sur la nouvelle information visuelle. Au final, ces nouveaux modèles nous offrent une vision beaucoup plus riche. Ils nous permettent de dépasser une bonne fois pour toutes ce vieux débat entre l'inné et l'acquis. Alors, après tout ce parcours, qui a gagné? La nature ou la culture? Eh bien, la réponse, c'est que la question était mal posée. Ce n'a jamais été un combat. C'est en fait un partenariat, une collaboration dynamique. L'esprit n'est ni préconstruit, ni bâti à partir de rien. Il s'auto-organise, tout simplement, en s'appuyant sur des contraintes de départ et en se nourrissant de l'expérience. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée assez vertigineuse. Et si apprendre, ce n'était pas juste accumuler des faits, mais plutôt le processus par lequel un système, notre esprit, découvre et construit sa propre intelligence? Voilà de quoi réfléchir.